Salut mes champions, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ce que j'appelle les 4 plus 1 fantastiques. Donc 5 disciplines qui permettent de faire un business plus florissant, plus durable. Et évidemment, ça peut être qu'avec des personnes plus épanouies. Et personnes plus épanouies, généralement, c'est les personnes qui maîtrisent mieux en fait ce qui se passe dans le monde, ce qui maîtrisent mieux ce qui se passe dans leur quotidien, dans leur activité. Et donc on va voir ces fameuses 5 disciplines qui pour moi sont incontournables et surtout fantastiques. Alors restez bien jusqu'au bout puisque il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo pour les plus assidus d'entre vous. C'est parti, on y va. On va regarder comment, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une activité, au niveau d'une personne dans son quotidien, ces fameux 5 plus 1 fantastiques vont intervenir et interagir ensemble. Donc un petit graphique rapide, hein, on va voir la performance. Et puis, on va regarder ça au cours du temps, comment la performance évolue. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que oui, à ce stade, en tout cas j'espère. Donc, de quelle performance on parle? C'est un peu vague tout ça. En fait, on n'a pas besoin de regarder la performance. Ça peut être un peu ce qu'on veut. Ça peut être de la conformité produit, ça peut être du chiffre d'affaires, de la marge, ça peut être du respect des délais, de la maîtrise des risques, de la satisfaction client, bref. C'est pas le sujet, vous allez prendre celle qui vous intéresse, mais quoi qu'il arrive, c'est une manière de dire que c'est un petit peu universel. Nos 4 plus 1 fantastiques, ils vont fonctionner pour n'importe quel sujet. On démarre avec notre premier graphique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ligne orange qui correspond à l'objectif, qui est fixé évidemment autant que possible. Et puis on a une ligne bleue qui présente les résultats, donc ce que j'appelle la performance. Donc on voit qu'elle bouge, hein, elle évolue, elle oscille, elle varie de temps en temps dans le cadre d'un intervalle de variation, ces petites lignes en pointillés. Bref, pendant ce temps-là, en fait, les personnes en fait qui sont en charge de cette activité vont réaliser l'activité, puis on va mesurer les résultats, la performance, et on va mettre ça sur un graphique au fur et à mesure du temps. Donc on fait ce qu'on a à faire, on le fait comme on l'a toujours fait, on applique la recette, bref, on change rien, on applique. On a cette fameuse variation naturelle, donc voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours d'où elle vient et pourquoi est-ce que des fois on atteint l'objectif, des fois on ne l'atteint pas, même si des fois, évidemment, on a des éléments qui nous l'indiquent. Mais c'est un peu subi, quoi. C'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont en dessous de l'objectif. Alors, c'est souvent le cas, ça peut être lié simplement aussi à la définition de l'objectif. Mais je reviendrai plus tard là-dessus sur une autre vidéo sur comment est-ce qu'on définit les objectifs et puis surtout on s'assure qu'ils soient atteignables tout en restant ambitieux. Je ferme la parenthèse. Du coup, ça c'est important, on voit qu'on arrive à atteindre l'objectif de temps en temps. Ça c'est super important parce que ça montre que c'est possible en fait, que l'objectif il est atteignable. Donc ça c'est super intéressant, moi j'adore déjà regarder ça quand je suis en entreprise. Par contre, on ne sait pas très bien pourquoi. Ce coup-ci, on a réussi, voire dépassé, et puis une autre fois, voilà. Donc, il y a des choses qui sont un peu mystérieuses. Et donc, ça, c'est notre premier fantastique. Si on veut de la mesure, c'est peut-être qu'on a un processus, et c'est donc qu'on a peut-être commencé à définir notre processus. Donc, ça, c'est fondamental, hein, c'est demandé par l'ISO 9001 depuis sa version 2000. Ça a été la grande révolution par rapport à la version 94. Alors, ça fait quand même presque un quart de siècle, hein, donc là je parle aux plus jeunes d'entre nous, les autres ont connu. Et en fait, l'approche processus, elle est souvent utilisée de manière superficielle. En fait, on peut la pousser super loin, et c'est ça qu'on va regarder. Donc, je vais revenir dessus, évidemment. Hein, les actifs sont réalisés. Donc, il y a des choses, des informations qui seront transformées. C'est nos fameux inputs, nos éléments d'entrée. Ça donne de nouvelles choses, y compris des éléments indésirables comme les déchets. Ce sont nos outputs, nos éléments de sortie. Et puis, évidemment, ça utilise des ressources qu'il a bien fallu mettre à disposition quand on en avait besoin. Et tout ça est supervisé par un pilote qui va soit réaliser, soit superviser. En tout cas, il va ajuster les différents éléments pour que le processus fonctionne le mieux possible. Et tout ça, on va le voir à travers les résultats, à travers les mesures qu'on va mettre en place.
Donc tout va bien, ça c'était la fonction nickel, jusqu'à un moment où il y a un nouvel objectif qui est défini. Alors ça peut venir d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle concurrence, d'une nouvelle opportunité, un changement de direction, une nouvelle dynamique, bref, il y a un nouvel objectif, on le voit en vert, qui est un cran au-dessus de l'objectif d'avant en orange, et just do it en fait, hein, la direction dit pas trop comment les équipes vont s'y prendre pour le faire. Voilà, il faut juste l'atteindre. Et on a une échéance pour ça. Donc, généralement, il y a un petit peu de stress et de montée en pression qui arrive. Et donc, après que la surprise soit arrivée, bah, va falloir s'y prendre, mais on ne sait pas trop comment. Alors, évidemment, il y a des personnes qui vont dire, bah, c'est simple, il n'y a qu'à mettre en place un projet. Alors, gardez en tête que Einstein avait dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc ça veut dire qu'en gros, il va falloir changer le processus, il va falloir faire autrement, parce que sinon, bah, on gardera nos résultats comme on a sur la ligne bleue et jamais on atteindra le nouvel objectif. Donc pour ça, on va mettre en place un projet. C'est notre deuxième fantastique. Hein. Deuxième fantastique, c'est le pilotage agile des projets. Et donc, bah, on va mettre en place des jalons. Entre les jalons des actions, c'est un peu comme si on voulait aller sur le toit d'un immeuble en montant les marches d'un escalier, étage après étage. Et donc, on a cette petite droite que j'ai représentée en pointillé vert qui nous fait monter, un peu comme l'escalier, de l'objectif initial en orange vers le nouvel objectif en vert. Bon, et ben en fait, cette représentation en mode projet, ça marche pas du tout. c'est dommage. En fait, on aurait bien voulu croire, mais en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe comment du coup? Bah, ça se passe en fait où on va pas monter en performance au fur et à mesure du temps comme suggère la petite flèche verte, pas du tout. On va avoir une chute brutale de la performance dès qu'on va démarrer le projet. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte, mais personne ne l'explique avant aux équipes concernées. Donc du coup, on a l'impression que c'était mieux avant, forcément, puisque on crée le chaos, une sorte de chaos. On baisse en performance. Et puis ça, en plus, bah, en fonction de comment est piloté le projet, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Hein. Vous voyez, c'est la largeur du bas de la courbe, là. C'est la largeur du bas de la courbe par rapport au temps. Donc, c'est d'où l'importance, d'où notre deuxième fantastique, de bien gérer, de bien organiser, de bien préparer en fait nos projets d'amélioration puisque on va créer un certain chaos. La bonne nouvelle, c'est que dès que le projet va être terminé, eh bien, on va avoir une montée en puissance quasi instantanée de la performance. Ça va monter tout de suite, très très vite et assez haut. Si on a bien travaillé, on va atteindre l'objectif, voire des fois le dépasser. En tout cas, on va s'en rapprocher grandement. Et ça, c'est ce que on appelle généralement la courbe en J. Je pense que vous voyez bien le J en rouge, même si il manque peut-être la petite barre du haut, mais vous avez compris l'idée. Alors si on prend des exemples, vous allez me dire, ouais, c'est super, c'est encore de la théorie, c'est du concept. On va regarder deux choses. Prenez l'exemple d'un centre-ville. Donc le conseil municipal décide de lancer des travaux pour embellir et rendre plus agréable et plus moderne le centre-ville. Donc ils vont faire toute la phase d'études et puis dès le premier jour des travaux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, ça va être le bordel, ça va être le chaos. On est bien d'accord. Donc les commerçants vont râler, les passants vont plus pouvoir passer, les véhicules vont plus pouvoir circuler pour emmener les enfants à l'école, etc. Bref. Le niveau de performance, vous avez bien compris qu'il a complètement baissé, complètement descendu. Pour autant, s'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de nouvel objectif. Donc ça c'est un peu obligatoire. Prendre un autre exemple. Alors moi, je le prends plutôt sur l'exemple d'un chantier 5S en entreprise, mais on peut le faire aussi au niveau de chacun d'entre nous a vécu au moins un déménagement dans sa vie. Et dès qu'on commence à faire l'emménagement ou le déménagement, c'est le bordel en fait. On peut plus vivre dans l'appartement, on retrouve plus ses affaires, et pour cause, puisque tout est emballé, tout est encartonné pour pouvoir être déplacé vers le nouveau logement. Bref, vous avez compris que cette période de chaos, c'est vraiment l'enjeu important du pilote
de ce projet d'amélioration, donc ou de ce projet de changement tout simplement. Donc lui, son objectif avec son équipe, c'est de faire aboutir le projet, évidemment, de tenir les délais pour éviter au maximum que le chaos ne se prolonge dans des durées inconsidérées, de tenir le budget parce qu'évidemment ça coûte des sous et on a envie rapidement d'atteindre un nouvel objectif, ça c'est important. Il y aura forcément des risques et des aléas, des problèmes à gérer, donc il va falloir être sur le pont et s'en occuper. Et l'objectif de tout ça, c'est de limiter l'ampleur du chaos, à la fois en amplitude verticale, c'est-à-dire en perte de performance, d'où la préparation, et le fait de faire un suivi des projets au fur et à mesure qu'ils avancent, et puis dans le temps, pour éviter que ça déborde, que ça se prolonge de manière inconsidérée. Donc, tout ça, c'est les techniques en fait de pilotage, de gestion de projet. Et puis, idéalement, on va associer ça à des outils, puisque généralement, il y a une équipe et il y a aussi des donneurs d'ordre et il y a aussi des personnes autour. Donc, il faut communiquer. Donc, ce qui est super important, c'est de regarder justement ce petit point d'interrogation, à savoir qu'est-ce qui peut faire ou qu'est-ce qui fait que on va avoir des dérives, soit en termes de baisse de performance encore plus prononcée, ou de prolongation des délais et de débordement dans le temps. Donc là, ça c'est vraiment les enjeux de pilotage. Là, on se situe vers la fin du projet, donc normalement, on devrait avoir une montée en performance qui est juste dingue et quasi immédiate. Si on regarde ça, en fait, on va reprendre nos deux exemples. On va reprendre les travaux dans le centre-ville. Évidemment, dès qu'on a terminé de faire le terrassement, de passer toutes les canalisations, qu'on a rebouché tout ça, qu'on a remis le revêtement, tout de suite, c'est nickel. Et puis là, on va enfin pouvoir profiter de la nouvelle situation. Mais cette nouvelle situation, on rappelle qu'on n'aurait pas pu en bénéficier si on n'avait pas fait tous ces travaux, si on n'avait pas eu cette période de chaos. Alors, période de chaos, c'est parce qu'on est entre nous. En entreprise, moi je parle de période de transition, c'est-à-dire que voilà, ça a but de ne pas être définitif, ça a une fin. En plus, cette fin elle est programmée, donc on demande et on informe tout le monde que oui, il y a une période qui est difficile, cette période de transition, mais voilà ce qu'on va obtenir à la fin. Si on prend le cas du déménagement, rappelez-vous, déménagement ou 5S, juste une fois qu'on a aménagé, qu'on a vidé tous les cartons, qu'on a posé les étagères, qu'on a mis les objets sur les étagères, les meubles, etc. Voilà, on va pouvoir profiter de notre petit intérieur, on est bien cosy, bien sympa, et du coup l'activité va pouvoir reprendre, et on a perdu de vue justement toute cette partie chaos. Donc je pense que vous avez bien vu que en fait cette montée en puissance, le haut de la courbe en J, en fait cette montée en puissance, elle est assez rapide. Et donc du coup on va avoir un nouveau processus qui va être en place, qu'on va appeler la V2 par exemple, mais simplement pour le différencier du processus d'avant, il va être globalement similaire, mais il y aura des petites particularités évidemment. Alors, ça peut être un nouvel équipement, ça peut être une nouvelle façon de faire. Quand on applique les gaspillages du lean, on peut aussi par exemple changer l'ordre pour réaliser une activité, et le fait de changer l'ordre, on va limiter des attentes, des déplacements, certains gaspillages qui vont nous faire gagner du temps sans beaucoup vraiment d'investissement. Bref. Ce qui va être important par contre, c'est de toujours, autant que possible, reprendre le nouveau standard de travail, puisque, alors sous forme d'une instruction, sous forme d'une vidéo, sous forme d'une procédure, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir capturer et capitaliser le nouveau savoir-faire de l'entreprise, et pouvoir surtout le transmettre à toutes les personnes qui vont être concernées par cette activité. Donc les nouveaux embauchés, les intérimaires, les stagiaires, les alternants, et peut-être même de la sous-traitance. Sauf que, tout ça c'est bien joli, mais la vraie vie fait qu'il y a toujours des aléas, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et dès qu'un problème arrive, une machine en panne, quelqu'un qui est absent, une rupture de stock, que sais-je, il va y avoir une baisse immédiate de performance. Et puis évidemment, le souci de ça, c'est que on n'est pas prévenu, donc on est obligé de faire avec. Donc là, il y a une petite montée en stress, montée en puissance. Il va falloir gérer le problème en fait. D'où l'autre troisième fantastique.
je pense que vous suivez, hein, ils sont toujours écrits en bas à gauche. Donc le troisième fantastique, c'est la résolution durable des problèmes. En gros, on a besoin d'avoir une méthodologie, et autant que possible, cette méthodologie va être rodée et partagée par le plus grand nombre, de manière à pouvoir, en fait résoudre durablement les problèmes et pas simplement mettre des patchs ou des pansements sur les choses qui sont survenues. On voit ça souvent, moi je l'explique par deux choses, soit il n'y a pas le temps parce qu'on est dans l'urgence, et puis souvent les personnes ne savent pas vraiment comment s'y prendre, et donc forcément va pas inventer les méthodes. C'est pas des méthodes qui s'inventent, c'est des méthodes qui se transmettent et derrière qui s'appliquent. Donc en gros, on va mettre en place notre fameuse résolution de problème que j'ai noté dans la petite bulle verte RP, résolution de problème, et on va enquiller les différentes étapes, sachant que une résolution de problème, en fait, il y a principalement trois grandes phases dedans. La première phase, ça va être le curatif, donc on va endiguer le problème, on va essayer de limiter les impacts comme si on voulait attaquer l'incendie en fait, ou gérer en fait, bloquer les stocks d'un produit non conforme parce qu'on a une réclamation client. Donc on va endiguer pour ne pas en rajouter entre guillemets. Donc ça c'est immédiat. Immédiat ou dans les quelques heures qui suivent, voire quelques minutes qui suivent la connaissance ou l'identification du problème. Le deuxième niveau, celui-là, il est déjà un peu plus souvent moins bien fait. Il se fait dans un second temps, le correctif. Donc, on va faire vraiment l'analyse du problème. Donc, on va faire la clarification du problème. On va aller chercher les causes. Donc, cause racine, cause directe, cause racine dans l'ordre. Et derrière, on va mettre en place le plan d'action pour corriger toute notre organisation et boucher toutes les failles, toutes les choses qui n'étaient pas complètes. Ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, ce que j'appelle le triangle zéro problème, ou comment faire pour arriver à zéro problème. Et puis en troisième phase, on a le préventif. Donc correctif, des fois, nécessite aussi d'avoir la vérification de l'efficacité des actions qu'on a mis en place. Et puis le préventif, on va regarder ailleurs, donc soit pour d'autres clients, soit pour d'autres process, soit pour d'autres sites, hein, si vous fonctionnez dans un groupe, de manière à anticiper en fait les éventuels problèmes, les éventuelles conditions qui ont conduit au problème qu'on vient de corriger, pour éviter en fait les loupades ailleurs ou à un moment plus tard. Donc les méthodes, je vais pas revenir dessus dans cette vidéo. On a l'8D, on a le QRQC, on a des causes, on a Ishikawa avec le 5 ou le 6e en fonction de ce qu'on regarde, on a les 5 pourquoi. Toutes ces méthodes-là, souvent, elles sont un petit peu prises de manière unitaire. Moi, j'aime bien les combiner. Et créer un standard. Donc souvent on se base, je suis pas un génie, hein, je l'ai pas inventé, donc moi je me base sur le A3 SPS de Toyota, SPS pour Systematic Problem Solving, donc en gros une grille sous forme d'un A3 qui va nous permettre étape après étape de guider en fait la résolution de problème, et puis surtout de ne pas oublier des étapes. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant on est sur nos fantastiques. Donc on en a 3. Et puis, il faudrait bien qu'on sache un petit peu c'est quoi le suivant. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que les 3 premiers font partie de ce qu'on appelle les sciences dures, donc très rationnelles, du raisonnement, de l'analyse, de la déduction. Et en fait, le 4e, lui, il fait plutôt partie des sciences dites molles, c'est-à-dire liées à l'humain, la sociologie, la psychologie, les neurosciences. Et du coup, ce 4e fantastique, je ne vais pas faire un suspense pendant 3 ans, c'est la conduite du changement. Alors, conduite du changement, évidemment, on va considérer nos 2 grands types de changements. Il y a le changement choisi, donc celui qu'on organise, par rapport à notamment notre projet d'amélioration. Et puis il y a le changement où on n'a pas le choix. Je pense notamment à tout ce connu des crises comme le Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, on l'a pas choisi et on est obligé de faire avec. Donc évidemment, là je parle de la conduite du changement choisie. Donc on l'organise. Alors le but c'est quoi ? C'est de pouvoir accompagner les personnes dans le fait d'adopter, en fait, d'accepter la nouvelle situation, comme par exemple notre nouvel objectif qui était imposé par un nouveau contexte, une nouvelle direction ou que sais-je,
et de faire le deuil finalement de ce qu'ils avaient connu avant. Le monde évolue, il évolue de plus en plus vite, il y a de moins en moins de certitudes. Au contraire, il y a de plus en plus d'incertitudes, donc le changement, en fait, ça fait partie de la vie et il faut être prêt à ça. Donc, on en vient à notre quatrième fantastique, la conduite du changement. Évidemment, on a tous connu des petites choses où il fallait changer. J'adore cette petite image. Qui veut que ça change? Tout le monde. Et puis, qui veut changer? Eh bien, là, il y a déjà un petit peu moins de monde sur le qui va changer. C'est classique, les personnes veulent que ça change, mais personne n'est prêt à le faire tout seul. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui l'organise. Et puis, ça, c'est notre rôle, en fait, soit de consultant, soit d'accompagnateur en amélioration continue, hein. C'est justement de montrer la voie, de guider tout le monde, de rassurer, d'expliquer, et puis surtout de s'assurer que les choses soient bien faites. Tout en intégrant l'humain, les peurs, les doutes, ça c'est super important. Et évidemment, ça se fait pas forcément tout seul. Là encore, il y a des techniques, il y a des méthodes. Donc, quand on les connaît, on facilite grandement le fait que les personnes adoptent la nouvelle situation et fassent le deuil un petit peu de ce qu'elles avaient connu avant. Pourquoi? Parce qu'on va être... voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, elle est déjà assez longue comme ça, on va avancer. Donc vous avez compris que on va être sur comment fonctionne le cerveau, des notions de sociologie, de psychologie, voire même de neurosciences. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse et qui m'aide aussi dans les chantiers. Donc ça, je vais le représenter avec cette forme un peu nébuleuse des nuages qui va englober nos précédents fantastiques, donc l'approche processus, la conduite de projet d'amélioration, la résolution de problèmes. Et donc l'idée, c'est d'avoir une meilleure implication des personnes, c'est d'avoir des résultats avec le moins de résistance pour que les personnes adoptent en fait et acceptent ces nouvelles situations. Donc ça va agir un peu comme un liant et c'est comme dans un mur de briques, hein. Vous imaginez que s'il n'y a pas de liant, le résultat va être catastrophique, va être désastreux. Donc on a besoin de liants. Et souvent, c'est ce qui manque dans les projets, hein. Ça peut être de la communication, mais ça peut être plein d'autres choses. C'est de l'écoute sur les doutes. Bref, c'est pas que de la méthode bourrin, des fameuses sciences dures. On a besoin des gens, donc il faut les accompagner. Vous avez évidemment la référence des quatre fantastiques, hein, soit avec la BD, soit avec le cinéma. Donc Monsieur Fantastique, c'est l'approche processus. La torche humaine, c'est la gestion agile des projets. La chose, la résolution de problèmes, puisque elle débarque quand il y a vraiment faut vraiment agir direct. Et puis la femme invisible, c'est notre fameuse conduite du changement. Les quatre sont indispensables, les quatre forment une équipe et du coup, moi j'en ai rajouté un cinquième. Avant, j'expliquais les quatre fantastiques. Et puis, je me suis dit, non, en fait, c'est pas complet, il en faut un autre. Hein. Et l'autre derrière, c'est mon autre, c'est un autre axe de mon métier en fait, et que je le fais depuis toujours, sans m'en rendre compte. C'est ça la problématique en fait, c'est que on fait les choses tellement sans s'en rendre compte que en fait, on s'en rend plus compte parce que c'est l'habitude. Donc la digitalisation, tout le monde est au courant, hein, maintenant que les entreprises, les personnes, les organisations peuvent plus travailler sans ordinateur, email, internet, smartphone et compagnie. Il n'y a qu'à voir toutes les entreprises qui se font hameçonner, hacker avec des rançons pour comprendre que c'est très compliqué de fonctionner sans digitalisation. Pour autant, c'est quand même pas si simple que ça non plus de pouvoir avoir des bons outils digitaux qui font les bonnes choses, qui donnent les bonnes informations, qui font les bons traitements, qui font les bonnes exportations, etc. Donc, c'est vraiment aussi quelque part un enjeu stratégique qui est incontournable. Et puis en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est complètement décuplé et encore plus accéléré. Donc l'idée, c'est de se dire que
Forcément, il y a déjà des choses qui sont en place, hein. On a parlé de toute la partie messagerie, planning, gestion documentaire à travers tout ce qui est les outils bureautiques, mais on peut avoir du e-commerce. ERP, c'est toute la partie gestion d'entreprise, le logiciel qui permet de piloter tous les aspects de l'entreprise. Les MES, c'est toute la partie supervision des équipements de production. SIRH, toute la partie gestion des présences, des absences, des payes, des contrats, etc. Et puis il y en a encore plein, je vais pas lister tout. Mais en fait, quand on est bien outillé, c'est ça qui est important, quand on est bien outillé, en fait, on va avoir des gains de temps et de la simplicité, de la souplesse qui va être incroyable. Par contre, on n'a peut-être pas forcément les compétences déjà de connaître quelles sont les solutions qui existent. Donc du coup, soit on va aller chercher les compétences, donc en interne on va embaucher, on va peut-être former, mais sinon en externe, vous pouvez évidemment, et vous m'avez pas attendu, vous avez déjà fait, de vous tourner vers des consultants, vers des prestataires qui proposent ce genre d'outils, et c'est ce qu'on fait aussi nous en complément de nos activités donc d'accompagnement sur transformation lean des entreprises. Donc oui, c'est clair que ça va de plus en plus vite. Je vais me cacher un petit peu pour que vous puissiez voir le texte. Ça va de plus en plus vite et ça évolue chaque jour. Moi, je suis abonné à des dizaines de newsletters et j'en crois pas mes yeux en fait. J'ai même pas le temps de tout suivre. Pourtant, ça fait quand même des années que je fais tout ça. Donc, on sait que c'est pas facile, mais il faut bien s'en occuper parce que sinon on va perdre on va louper le train et là ça va être compliqué. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de tout faire en même temps, et d'ailleurs, c'est même fortement de conseiller de ne pas faire tout en même temps. On va faire ça au fur et à mesure, on va faire ça en fonction de priorité. D'où l'importance d'avoir un petit diagnostic de manière à identifier, en fait, faire une photo de la situation et identifier tout de suite soit les problématiques, soit les goulots, soit, enfin bref, ce qui a besoin d'être amélioré. Donc la première question, évidemment, c'est de savoir sur quoi on va démarrer, donc quelle transformation on a besoin de faire. Et donc pour ça, moi je pose souvent des questions assez simples à mes interlocuteurs. À votre avis, vous avez une idée? Donc si vous n'avez pas d'idée, on commence par faire l'approche processus, hein. On fait les choses dans l'ordre en fait, on va pas les compliquer. On va commencer par observer, caractériser, mesurer, suivre les activités, de manière à identifier un petit peu ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Comment les choses sont faites, d'autant plus s'il y a plusieurs personnes qui le font. Est-ce que c'est fait de la même manière? Est-ce qu'il y a les mêmes résultats? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des astuces qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir gagner? Et puis surtout, on va aller chercher nos gaspillages dans le déroulé des opérations. Et ça, on n'a pas fait mieux depuis 70 ans, donc on continue. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 plus 1 fantastiques du management. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé mieux depuis 25 ans que je regarde, et surtout, à force de l'appliquer en entreprise, en fait, ça marche du feu de Dieu. Donc pour l'instant, on change pas la méthode, on attaque. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vais lancer, c'est la première là, je vais lancer une série de vidéos, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire au fait des thématiques ou des éléments de cette vidéo qui pourraient être intéressants de compléter par la suite. Activez la petite cloche, puisque évidemment, je vous l'ai dit, il va y avoir des nouvelles choses, donc allez-y si vous voulez être au courant. Et puis, ouais, je l'ai dit, je me cache un peu. Dites-moi sur quelle thématique vous souhaitez qu'on puisse avancer. Donc merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous de mieux en mieux, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!